Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Ainhoa. Alors là, tu vas te dire, c'est quoi ce prénom? Est-ce que ça existe? Alors oui, sache que ça existe, et je le sais mieux que personne, puisque c'est mon prénom. Donc, je te disais, je m'appelle Ainhoa. Une après-midi, j'étais en train de lire le tome 82 de One Piece, génial, soit dit en passant, et là je me suis dit, c'est bizarre quand même, quand j'y pense, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec mon prénom. Donc je me demande aussi comment mes parents ils ont eu l'idée d'avoir ce prénom-là. Est-ce qu'ils ont rencontré quelqu'un? Parce que bon, moi j'aurais jamais rencontré quelqu'un avec ce prénom, donc c'est quand même bizarre. Je décide donc d'aller voir ma mère. Et je lui demande si elle a déjà rencontré une Ainhoa, si on en a connu une. Elle me dit que oui. Alors là je me réjouis, et ma curiosité n'a fait qu'être attisée par cette nouvelle. Elle me dit qu'elle l'a rencontrée avec mon père, lors d'une de leurs balades dans le Pays Basque. Elle devait avoir pas loin de la 50aine, avant ma naissance. Et elle m'a dit qu'elle était très gentille. Et c'est du coup ça qui leur a donné envie de m'appeler comme ça. Donc je lui demande, est-ce qu'elle est vivante? J'aimerais la rencontrer. Elle me répond sûrement. Je peux te donner le nom du village où je l'ai rencontrée si tu veux y aller. Donc là je la remercie beaucoup et je décide d'aller la semaine prochaine dans ce village pour rencontrer cette dame, pour essayer de la trouver. Le jour J, j'étais très excitée mais aussi très stressée. Sur le chemin, je me posais tout un tas de questions. Est-ce qu'elle allait vouloir me voir? Est-ce que j'allais être déçue? Bref, des questions débiles. L'avantage, c'est que le trajet passait beaucoup plus vite. J'étais enfin arrivée dans ce coin paumé. Je me dis, comment mes parents ont fait pour venir se balader dans un coin aussi paumé? Je me garais donc devant la mairie et décidai de commencer mes recherches par le café du village. Je m'en demande donc au barman s'il connaît une Ainhoa. Une vieille dame, de la table d'à côté, se lève et me dit « Suis-moi » sans même m'accorder un seul regard. Donc là, toute contente, je me précipite derrière elle en lui demandant « Vous la connaissez? C'est génial, est-ce que vous pouvez me parler d'elle ?» Elle me fait « Oui, je la connaissais », dans un soupir. Je la suivais sans bruit, tout en m'interrogeant sur la signification de sa dernière phrase. Nous slalomâmes entre les rues jusqu'à un petit portail en fer forgé. Je rentre et là je vois un cimetière. Je me dis, ça craint un peu. Je regarde autour de moi sans rien comprendre. Où m'emmenez-vous? Je lui demande. Suis-moi. Elle s'arrêta net devant une tombe avec un prénom gravé. Le mien. Une photo d'une vieille dame âgée, de la 50aine, avec des lunettes rondes. Vous la connaissiez? Oui, c'était ma meilleure amie, me dit-elle. Elle nous a quittés trop tôt. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'en examinant les sépultures, je remarquai la date du décès. 29 mars 2000, le jour de ma naissance. Pourriez-vous me parler d'elle, s'il vous plaît? Je lui dis, encore choquée par cette date. Viens, suis-moi, dit-elle. Elle paraissait tout à coup fatiguée, comme vidée de ses forces. Je la suivis jusqu'à une petite maison en bordure du village. Nous entrâmes et elle me proposa du thé à boire. J'acceptai volontiers. Elle revint quelques minutes plus tard avec les 2 tasses et un gros et vieux livre. Elle me dit, Ainhoa était une jeune fille très secrète. Je ne l'ai jamais vraiment comprise. Elle avait des secrets? Lui demandai-je intriguée. Oui, elle cherchait des gens, comme toi, dit-elle en me regardant dans les yeux. Comme moi? Lui demandai-je sans comprendre. Oui, des toi, répondit-elle, en me tendant le livre. Je pris le livre sans vraiment comprendre, et elle me dit de rentrer chez moi. C'est donc très perturbée que je pris le chemin du retour, tout en cogitant sur ce que j'avais appris. Ma mère m'accueillit en souriant et en me demandant des nouvelles, devant ma mine inquiète et absente. Elle est morte, lui annonçai-je. Ma mère garda le silence, ne cherchant que dire, et je courus me réfugier dans ma chambre, à l'abri des regards. J'étais enfin seule sur mon lit, quand mon frère déboula dans ma chambre avec sa tablette. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en » lui criai-je. « Oh, ça va, je capte pas le wifi dans ma chambre. » Je m'écroulai donc sur mon lit. Je dus donc attendre 40 minutes que mon frère regardait son épisode de The 100. Une fois seule, je m'enfermai à double tour et sortis enfin le vieux grimoire de sous ma couette. Il était anormalement léger pour le volume que j'avais sous les mains. Je me demandais ce que j'allais trouver dedans. La vieille dame de l'autre jour ne m'avait donné absolument aucun indice. J'essayai de trouver comment ouvrir le lacet qui l'entourait. Je découvris un petit cachet de cire maintenant le bout du lacet. Je m'interrogeais sur la manière d'enlever le cachet sans allumer la magnifique couverture. Je glissai finalement mon ongle sous la cire, espérant ne pas déchirer la couverture. Quand tout à coup, la cire émit une lumière, une pâle lueur jaune canari. Évidemment, j'ai flippé et j'ai lâché le livre, arrachant par la même occasion un bout de la couverture.
Je me suis dit que j'étais vraiment trop nulle. Je replace alors mon doigt sur la cire, et cela alluma une lumière jaune. Puis tout à coup, dans un bruit de frottement, la lumière vira rose framboise. C'était le premier livre Touch ID que je voyais. Le lacet se déroula tout seul, rampant comme un serpent autour du livre pour venir s'enrouler autour de mon poignet délicatement sans me serrer. J'essayai de l'enlever sans succès. Je reportai donc mon attention sur le vieux livre. La lumière était toujours là. Oui, on est d'accord, la lumière sort d'un livre. C'est bizarre, c'est cliché, mais sur le coup ça paraissait super bizarre et intriguant. Je sais, vous vous dites. Je décidai donc d'ouvrir le livre à la première page. Logique, me direz-vous. Une lettre glissa entre les pages. Elle semblait si ancienne que j'avais peur de la toucher et qu'elle ne s'effrite dans mes doigts. Il était écrit. Cher Ainoa, peu importe d'où et quand tu viens, tu t'es malheureusement aventuré trop loin dans notre histoire, dont tu fais malheureusement partie. Tu dois sûrement te poser des milliards de questions. Malheureusement, personne ne pourra te répondre, mais je vais te raconter mon histoire. Comme tu as sûrement pu le voir, je viens du temps où Athènes était la ville la plus avancée. J'habitais une colonie à la frontière entre la Gaule et l'Empire romain. J'étais dans ce temps-là une prêtresse du temple d'Apollon, ou plutôt de son fils, le dieu de la médecine. Mon travail consistait à recueillir et à soigner les malades. Je passais mes journées à cueillir des plantes, concocter des breuvages aux vertus diverses et variées. En faisant cela, je m'attirais souvent les reproches des magistrats. Le jour où je soignai un esclave, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. On m'accusa de vouloir égaler les dieux, et les juges me maudirent. Les dieux étaient malheureusement de leur côté. Ça, c'est de la version officielle. Officieusement, j'avais utilisé une orange pour soigner les malades. Une simple orange, me dirais-tu. Mais de mon temps, l'orange coûtait très cher. Elle était importée par bateau et par caravane depuis la Perse. Utiliser des oranges pour soigner des esclaves était une hérésie en ce temps-là. Moi qui pourtant détestais ce fruit, ironie du sort, je me retrouvais lié à lui dans une malédiction sans fin. En quoi consiste-t-elle, me demandes-tu? Eh bien sache que je n'en sais rien. Elle ne concerne que mes descendants. Mais comme je te l'ai dit, je suis une prêtresse. J'ai donc fait vœu de chasteté. Je vous laisse le soin à vous, qui portez le même nom maudit que moi, de trouver en quoi elle consiste, en vous présentant mes excuses pour le mal que je vous ai causé, et que je vous cause encore. Signé, Aino. Une orange, un esclave, un dieu, une prêtresse, une malédiction. Tous ces renseignements se chamboulaient dans ma tête. Encore hier, tout se passait bien. J'étais une fille normale, avec un avenir normal, et maintenant je me retrouvais au centre d'une malédiction de plusieurs millénaires. Et tout ça à cause d'une envie puérile de trouver notre Ainoa, et d'une orange. Est-ce que le fait de ne pas l'avoir su m'aurait évité la malédiction? Rien n'était moins sûr. Face à cette nouvelle, le grimoire semblait peser une tonne. L'envie d'en connaître plus, surtout, cela demeurait plus fort que la peur. Je ne fermais pas l'œil de la nuit ce jour-là. Je continuais de penser à ce que j'avais lu. Je décidai donc de continuer ma lecture. Sur la première page se trouvait une fiole étrange et ancienne, remplie d'un liquide orangé parsemé de petites bulles. Sur la page suivante, et sur plusieurs d'autres, se déroulait une succession de dates, de différentes formes, écritures et même langues. La première remontait à l'Antiquité. Tout était composé de 2 dates. Mais celle du début était reprise comme celle de fin, plus haut et inversement. Je tournais donc les pages une à une, toutes les époques étaient représentées. Je notais aussi que les 2 premières pages étaient écrites de la même main jusqu'à la Renaissance italienne, en vue de la langue utilisée. La dernière était une date que je reconnaissais bien, le 29 mars 2000, précédée par une date, 1945, le 8 mai. Une autre date s'écrit sous mes yeux, avec mon écriture, 29 mars 2000. La page suivante s'intitulait Tempus. Je découvrais alors un journal commençant à la Renaissance. Elle racontait qu'un jour, elle découvrit un grimoire et qu'elle apprit l'existence de cette lettre. Même si elle était écrite en vieux latin, mélangée à un dialecte grec, elle réussit à la lire d'une traite. Cela l'étonna au plus haut point. La liste de dates qui s'écrit sous ses yeux, retraçant les siècles d'histoire. Elle décida donc d'écrire ce journal sur les pages vierges restantes. Mais un événement inconnu bouleversa sa vie. Elle commença par rêver à travers les yeux d'une personne, vivant son quotidien endormi. Puis ses visions se propagèrent le jour. Elle devint de plus en plus plausible et récente. Parfois, elle se trouvait dans la Rome antique, parfois en Gaule, ou à la cour des rois de France, ou même d'Espagne. Elle ne comprenait pas le fond de ce qu'elle voyait, mais comprenait tout ce qu'il se disait. Elle décidait donc de concilier tout ce qu'elle voyait et entendait dans ses visions sur son journal. Petit à petit, elle reconstituait l'histoire, l'amenant jusqu'à elle. C'est l'odeur du pain grillé que me sortit de ma torpeur. Je descendis donc manger mon petit déjeuner, Chris Prohl si tu veux tout savoir. Je décidai aussi de donner rendez-vous à ma meilleure amie dans un fast-food pour lui raconter ce que je venais d'apprendre. Sur le chemin, je me disais si elle ne me croyait pas. Je décidai donc d'emmener le livre. Elle serait bien obligée de me croire, non?
C'est donc avec le livre dans mon sac et le menu burger Fanta que je me retrouvais face à Thaïs à une table. Je commençais à siroter mon Fanta, ne sachant quoi dire. C'est elle qui rompit le silence en me posant la question. « Qu'est-ce que t'as sur ta main ?»« Sur ma main ? Mais rien, lui dis-je. Enfin, je croyais. Elle avait raison. Une marque noire au reflet orange se dessinait sur mon pouce. « Tu voulais me parler de mon nouveau tatouage ?»« Tatouage ?» Elle le voyait comme un tatouage. Je le voyais pourtant brillant, moi. Il ondulait autour de mon doigt, tel bercé par le vent. Merci à tous d'avoir écouté et regardé ce premier chapitre, j'espère qu'il vous a plu. Et comme vous l'avez remarqué, il y a une case sans dessin. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleures interprétations de ce passage, je les regarderai tous. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner aussi.